l'ensemble des activités go-to-market, là, mon bet, là, c'est que je te dirais fais un 2/3 d'activités ou de canaux prouvés qui ont marché par le passé, puis fais un tiers de nouveaux puis d'expérimentation. Tu sais, mettons, je sais pas si vous avez déjà fait des ads, avez-vous déjà fait du PR, avez-vous déjà fait Non, genre c'est un intéressant. event, avez-vous déjà fait du direct sales, cold outreach, email, avez-vous déjà fait genre plus de marketing d'intégration avec d'autres tools? Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires, ce serait peut-être une belle opportunité d'essayer un nouveau truc. On est hit le road et samedi soir, ne clenchons pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. On publie ça gratuitement. Tout ce que ça vous coûte, c'est un petit review. On drop un épisode par semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspace.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu au-dessus de 230 startups. Côté produit, on a récemment lancé le Job Board SaaSpace. Allez sur saspace.com/emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles déjà listées. On est en bêta, donc si vous avez du feedback, c'est le temps. Bonjour hi@saspace.com ou mes DMs. Le prochain événement Ça se passe aura lieu à Québec, jeudi le 23 novembre dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, engineering, embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il va y avoir 80 billets de dispo sur Eventbrite, notre bannière en show notes. Donc, si la tendance se maintient, on va sell out celui-là aussi, alors réservez les vôtres quickly. OK, la job du mois, ça se passe. Pour octobre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, donc courriel, chat, SMS, DM, puis plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence de SEO Grip aujourd'hui. C'est de la bombe comme produit puis comme poste à combler, donc sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saspace.com/lajobdumois sans tiret. Vous allez y trouver une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. OK, segment partenaire Spotlight. Et pour le mois d'octobre, le partenaire, c'est Jameo, une plateforme de design et de livraison de vêtements d'équipe hyper personnalisée. Très stoked d'avoir le support de Jameo. Je suis moi-même un client satisfait. Tous les hoodies, ça se passe, viennent de là. Ils sont beaux, sont confort. L'expérience de design, accompagnement, livraison, tout a été seamless. Fait que Jameo, il offre une gamme de produits éthiques variés qui sont tous carboneutres. Des hoodies, polars, tucs, t-shirts, name it. Ça vient aussi avec un service de design gratuit, donc vraiment une expérience clé en main. L'équipe offre un rabais de 200$ sur une première commande à tous les auditeurs, ça se passe. Juste entrer le code promo SAASPASSE, donc ça se passe, pendant votre checkout. L'offre expire le 6 novembre. Ça fait un foutu beau cadeau d'équipe si vous voulez mon avis. Check it out sur jameo.com/fr, jameo.com/fr. Le cofondateur Benoît Quimper et moi, on parle de la compagnie, des produits, de l'offre promotionnelle et de plus encore dans un petit chat vidéo qui lui est dispo sur saspace.com/jameo, sur notre YouTube ou en show notes. Alright, aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, Head of Product and Design chez Blissbook. On discute des stratégies go-to-market, GTM, en prenant l'exemple spécifique de Blissbook. Donc, l'équipe d'Antoine sont en full rewrite d'une nouvelle version de leur app, puis ils comptent lancer ça roughly l'année prochaine. Ils sont à une étape charnière du scaling d'un SaaS, c'est-à-dire quand la tech commence à vieillir, l'équipe commence à grandir, puis que la stack, et même la compagnie, se doit transcender l'input des co-founders. Donc, un full rewrite comme ça vient avec un paquet de défis et d'opportunités au niveau de la commercialisation. Donc, dans ce show-là, moi, ce que je fais, c'est de mon mieux pour aider Antoine à prioriser, définir, préparer les étapes de go-to-market de Blissbook. Je serais vraiment curieux de savoir si vous aimez ce format-là un peu plus concret. Glissez dans mes DMs pour me donner un peu de feedback. Alright, on passe au show. Let's go!
Antoine Meunier, bienvenue sur Ça se passe. Hey, salut Frank. Écoute, merci de me recevoir, je m'attendais pas à ça. De quoi qu'on parle aujourd'hui, mon petit pote? Ben écoute, comme à toutes les 19 semaines, on se fait un petit recap de où on en est de notre côté. On avait fait avec, enfin, ma position chez Blissbook il y a une couple de mois. On a fait Ça se passe, un genre d'update, ça se passe. Puis là, moi, je t'avoue, ça brasse quand même pas mal de mon bord. Puis franchement, on le fait live parce qu'on s'est dit on va faire une pierre deux coups, mais c'était un appel que je voulais faire avec toi pour juste deep dive dans certains trucs auxquels je fais face. Puis on s'est dit, on va l'enregistrer. Fait que ça part. Frank. Alright, man. Tu mets la table ou je questionne? Je vais mettre la table. Parfait. Puis tu mettras les condiments. Dans le fond, en gros, si on se rappelle bien l'histoire de Blissbook 101, Blissbook est dans le fond un software pour te permettre de créer des manuels d'employés. Puis nos clients, c'est surtout des enterprises. Fait qu'on parle de compagnies de 10 à 15 000 employés en moyenne. Puis ça descend. Pour nous, une petite compagnie, c'est genre une couple de centaines de personnes, ce qui est complètement insane quand tu y penses. Puis en fait, ça fait longtemps que ça existe. Ça va faire peut-être presque 10 ans que le SaaS roule. Il y a une couple d'itérations. Puis on est arrivé à un point où on était juste bloqué. Fait que genre, la petite vieille app React qui ressemble à un musée du JavaScript, comme dirait Pierre-Alexandre, c'était juste, on était comme saturé, il fallait repartir à nouveau. Fait qu'on s'est lancé dans ce projet-là, puis j'en avais parlé un peu la dernière fois. Puis là, je te dirais, ça fait on finit notre deuxième cycle de 8 semaines là-dessus. Ça va faire 7, 18, 20 semaines quasiment, 5 mois par... Non, c'est combien de mois ça? Frank, fais du calcul mental. Ça fait combien de mois que tu as starté le refac? Mettons que c'est un bébé, là, puis que le bébé il avait 20 semaines. C'est combien de mois ça? Genre 3, 5? 5? Bon, ça fait à peu près 4-5 mois. Ça fait assez longtemps pour dire qu'il faudra avoir des résultats rendus là. Fait que, dans le fond, un truc super intéressant, c'est que là, on est rendu au point où on bâtit vraiment on the side. Puis hier, je discutais justement avec dans le fond, les deux co-founders, le CEO et le CTO. Puis le CEO avait tellement une bonne façon de l'illustrer. C'est un peu là-dessus que je voulais qu'on parte aujourd'hui. C'était dans le fond, puis il disait, tu sais, les gars, en gros, le projet sur lequel vous travaillez là, on l'a appelé Phoenix, parce qu'on va renaître de nos cendres. En gros, il disait, tu sais, les gars, Phoenix, c'est comme une startup que vous venez de starter de votre bord, puis un moment donné, vous allez gagner des deals contre Blissbook, puis on va juste swapper, tu sais. Dans le sens que nous autres, on build rapidement pour essayer en fait, on copie Blissbook, si on veut. On copie le produit existant, on l'améliore, on s'assure, tu sais, puis en même temps, c'est tellement facile pas c'est tellement facile, mais le timing est bon parce qu'avec le AI, on peut déjà commencer à planifier, OK, cool, dans le futur, on voudrait AI-enable telle partie ou tel module ou tel truc. Puis c'était super intéressant qu'ils nomment ça. Puis, fait que dans le fond, cette idée-là de, tu sais, les gars, vous êtes votre propre startup, puis à la limite, partez-vous un brand, puis essayez d'aller le vendre, tu sais. Finalement, c'est pas ça qu'on va faire. On va clairement rider le fait qu'on a un super bon brand, puis on a une bonne stratégie SEO, puis on a aussi une équipe de vente. On a une machine derrière, fait qu'on va clairement profiter de ça. Mais je trouvais que c'est une belle façon d'apporter. Puis ça vient de FreshBooks. Je sais pas si tu te rappelles, cette compagnie-là, c'est un software, puis je pense que c'est canadien. Puis en fait, eux, c'est ça qu'ils ont fait en genre 2016-2017. Ils avaient leur vieux logiciel d'accounting lourd, puis ils ont juste fait cool, il y a une team qui part, ils partent un nouveau projet, une nouvelle startup, ils l'ont appelé Bill Springs. Ils sont littéralement allés, dans le fond, sur le marché avec ça, puis à un moment donné, ils ont juste rasé, qui cool, on a une meilleure offre que FreshBooks, puis ils ont rebrand. C'est comme ça, finalement, qu'ils ont réussi à un peu cross the chasm que je pense beaucoup de startups ont quand tu as tellement de legacy dans ton soft que tu peux plus. Techniquement, c'est dur. Côté UX, c'est dur. Puis même, il n'y a plus rien qui marche si on veut. Il n'y a plus rien qui veut suivre. Fait que bref, je trouve ça super intéressant comme façon d'approcher. Je peux arrêter là avant de partir dans plus de tangentes. Ouais, je trouve que c'est motivant, mettons, comme cadrage, de dire, OK, vous reconstruisez quelque chose qui doit compétitionner avec ce qu'on avait parce que ça te force à justement pas être en...
comment tu dis ça en français, pas être juste sur le pilote automatique de genre, comment dire, genre, comment tu dis, désenterrer, sortir de la terre, whatever. Unearthed. Ouais, de ressortir les vieilles tâches, stories, features, scope, puis de juste repasser à travers ça avec comme des nouvelles versions de tes frameworks back-end ou front-end. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Le drapeau jaune-beige, le drapeau beige que je lèverais, c'est... faut juste pas que ça soit un cadrage qui antagonise trop le software. Parce que ce qui vous a amené où vous êtes là aujourd'hui, c'est ce software-là. Donc, il y a une valeur inhérente dedans, c'est sûr. Il y a de la place pour améliorer, de l'amour, tout ça, mais faut, surtout pour les nouveaux joueurs, tu veux pas qu'ils regardent avec dédain ou qu'ils over-critiquent le software existant et qu'ils essaient de faire de quoi de complètement différent. Fait que, petit drapeau, mais à part ça, j'aime beaucoup le cadrage. Puis l'histoire sur FreshBooks, c'est nouveau pour moi aussi, fait que nice. Moi, je trouvais que c'était intéressant parce que, tu sais, puis on avait déjà discuté, fait qu'on passera pas trop de temps là-dessus, mais sur un peu, tu sais, le challenge ou un peu le stigma autour de rebâtir from scratch. Tu sais, il y a beaucoup de... Mettons, c'est pas la méthode qui est recommandée en général. Tu sais, toutes les raisons sont bonnes de ne pas faire ce qu'on tente de faire en ce moment. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un contre-exemple qui est celui de FreshBooks, puis en même temps, je vois comment nous, on tente d'avancer. Puis ça permet de... En fait, moi, je le vois comme on tente de builder une startup dans startup, mais avec tous les cheat codes, finalement. Mais, Puis... tu sais, t'en as parlé, t'en as parlé, ça fait plusieurs semaines que vous êtes là-dedans. Vous avez une certaine imputabilité envers les fondateurs, de montrer du progrès ou des résultats. Comment vous avez benchmark un petit peu votre progrès? Ça dit quoi à ce niveau-là, mettons? Pour reste un work in progress parce que ça reste un leap of faith. Puis, tu sais, je t'avoue que ma réponse sur bien des affaires, c'est trust me, I got this, là, mais Ouais. qui est pas suffisant. En la beauté, par contre, c'est ça, c'est que le CTO co-founder, dans le fond, on est 4 à travailler là-dessus, à plancher là-dessus. Fait qu'il y a moi, mettons, comme product designer, manager, puis genre, on va dire product marketer à la limite, puis growth designer. Puis, tu as le CTO qui travaille avec, dans le fond, un back-end puis un front-end. Fait qu'à 4, on a quand même une... On a comme le minimum viable team pour builder quelque chose de genre-là, avec les cheat codes que Sam, le co-founder, dans le fond, le CTO, a déjà buildé la majorité de ces systèmes-là. Fait que quand on tombe dans la business logic de OK, c'est comme ça qu'on va gérer les signatures, par exemple, la collection de signatures, puis l'audit des signatures de l'autre côté, pour donner un exemple concret, ben, il y a déjà un peu le framework, le mental framework qui va fonctionner, la logique qu'on devrait employer. Moi, j'ai un peu l'expérience parce que j'ai passé beaucoup de temps dans l'ancien soft de faire Hey guys, c'est là que c'est pas clair notre affaire, puis c'est là que les clients se perdent, fait qu'on va couper ça short. Puis là, c'est là que tu embarques notre front-end qui est à jour dans les techniques, fait qui apporte un peu une genre de. Qui build super vite, puis bien. Puis après ça, on a notre wizard de back-end, que je nommerai pas le nom pour pas que je me le fasse poacher, qui est un gars de Québec, qui est incroyable. Puis tu sais, qui vient vraiment comme boucler la boucle. Fait que l'imputabilité est là parce qu'il y a un des co-founders qui est dedans. Puis fait qu'on n'a pas le choix de réussir si on veut, mais la pression est là pour le mettre en face des clients. Il y a aussi le fait que là, techniquement, on est dans le noir, dans le sens qu'on bâtit, mais il n'y a pas. Le seul client qui l'a vu, si tu veux, ce serait le CEO qui est un power user de la plateforme actuelle parce que c'est lui qui va être dans nos enterprise services, on va souvent builder pour le client. Dans le fond, faire un genre de provisioning du compte, puis préparer, même designer le handbook pour eux. Ouais. C'est dans cette optique-là que notre CEO, finalement, est un power user. Fait qu'on a ce côté-là d'avoir la pression d'un power user, mais ça reflète zéro le sentiment des clients. Fait que je t'avoue que là, on est rendu à, mettons, une couple de semaines, il faut qu'on mette ça, il faut que je sois capable de mettre des clients dans l'app pour commencer à juste valider que ça fait du sens ce qu'on est en train de faire. Mais c'est intéressant, on est comme à la fin un peu de cette transition-là où on est en train de juste bâtir les systèmes de base pour avoir une parité finalement avec le produit qui existe déjà. Ben écoute,
t'as différentes philosophies de développement puis lancement de produits. Tu vas en avoir qui sont très... Tu sais, je pense que les gars de Basecamp, l'équipe de Basecamp, c'est genre, on ne met pas d'objectifs. Mes cibles sont quand même comme ça aussi, là, si je me rappelle bien, là, on développe ce qu'il y a à être développé, éduqué par notre connaissance du marché, notre intuition et toutes les requêtes clients. Puis ça va être prêt, mais que ça soit prêt un peu. Je trouve que quand tu as des gens vraiment, vraiment, vraiment talentueux, qui sont habitués de travailler ensemble, puis de livrer du logiciel de qualité exceptionnelle, je trouve que ça fait du sens. Mais je sais pas si c'est votre cas, là. C'est vraiment pas pour diminuer l'équipe, mais c'est plus, tu sais, il y a des nouveaux joueurs, t'en as que ça fait 8-10 ans qui sont là, t'en as que ça fait 6 mois qui sont là. Moi, j'aurais tendance à dire, ça serait un petit peu, de ma perception de la situation, ça serait un peu de ton rôle de dire, de tracer une ligne dans le sable puis de dire, hey, c'est à ce niveau de fonctionnalité-là ou à cette quantité de happy paths-là, de cas d'utilisation possible, qu'on va faire des efforts de go-to-market en alpha, en bêta, puis voici les efforts que je suggère. Moi, j'aime vraiment ça quand il y a un cadre de release, surtout parce que souvent, les cadres de release sont repoussés anyway, puis mettre une contrainte de temps, des fois, ça va forcer à prendre des décisions de genre, OK, ben, qu'est-ce qu'on priorise pour hit notre objectif? Fait qu'il y a ça, moi, qui m'accroche un peu de genre, tu sais, si c'était moi, mettons, le CEO, puis tu me disais juste, ah, I got this, trust me, c'est comme, alright, bro, tu sais, genre, je te fais confiance, mais comme, comment tu vas, toi-même, comment tu vas mesurer quand tu vas prendre ces prochaines étapes-là? Fait qu'il y a ça qui me chicote un peu. Ouais, fait que là-dessus, en gros, la façon, ce qu'on a décidé à la base, c'est d'utiliser justement le système de Basecamp de ShapeUp qu'on a un peu pimpé pour que ça fit Ouais, notre game. ouais. Fait que tu sais, on build pendant 8 semaines. On a 2 semaines de cooldown, mais qu'on utilise finalement pour travailler sur la vieille plateforme. T'sais, parce qu'il faut quand même qu'elle continue de rouler. Il y a des migrations à faire, il y a plein de trucs, il y a des clients qui ont encore des qui demandent encore des features. Fait qu'ensuite, à ce niveau-là, on a, dans le fond, à chaque cycle, il y a des deliverables, si on veut. Fait qu'il y a des trucs qui sont livrés, qui sont shippés, mais on est tellement early dans le game que, quand même que je te ship, en ce moment, on a shippé tout ce qui est partie gestion des employés. Fait que dans le fond, d'avoir ta méga table d'employés, peut-être qu'à de voir un peu quel employé a accès à quoi, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'ils ont signé, qu'est-ce qu'ils ont fait ici. Mais on n'a pas encore bâti la plateforme de documents, fait qu'il n'y a rien à signer, si on veut. Fait qu'on a des modules bâtis dans l'app. L'app fonctionne, mais il manque, si on veut. On est à un cycle, d'après moi, d'ici la fin de novembre, début décembre, on va être à un point où l'app est fonctionnelle. Elle n'aura pas, je veux dire, probablement pas le système de paiement, puis genre même le auth sera peut-être pas rentré encore, mais il va avoir cette fonctionnalité-là. Puis l'idée, c'est que ça, on l'a mappé quand même. Je veux dire, il y a une suite logique de la note de passage est là. Voici tout ce qu'il faut qu'on mette avant d'atteindre un peu cette parité minimum-là. Puis ça est établi. Tu sais, quand je dis trust me, c'est souvent par rapport à, c'est comme, au lieu d'aller faire du user research en malade, ça va juste être, écoute, on l'a devant nous, le data, pas le data, mais on a tellement d'informations devant nous autres parce que la compagnie roule depuis tellement longtemps, que le founder a tout documenté, que on sait où, dans le fond, c'est assez simple de se rendre à la note de passage. Ensuite, quand on tombe dans l'inconnu, ben là, c'est là que ça va être le temps d'y aller plus avec les méthodes de genre customer interview, tout ça. Avez-vous annoncé à tous vos clients ou certains clients que vous travaillez sur un refactoring? Je pense que oui, pour certains, pas tous. Puis c'est un truc aussi, ça a été un gros challenge avec le CEO, ça a été, tu sais, dude, c'est comme, c'est pas quelqu'un qui a le nom facile, là, fait qu'il a dit oui beaucoup dans le passé, puis il a tendance à promettre des affaires vite, mais il sait, puis il s'améliore beaucoup là-dessus. Là. Mais comme des fois, t'es là, oh my god, dude, pourquoi t'as dit ça? Puis là, on est pogné là-dedans. Je demande. En même temps, c'est de moins en moins. Puis, mais c'est super intéressant parce que c'est aussi une game d'enterprise, puis c'est une game jusqu'à un certain point. Je serais même pas surpris qu'on ait des clients qui veulent rester sur la V1 puis qui veulent même pas switcher sur la V2 juste parce que ça marche pas eux autres puis ça a passé toute la
la sécurité de leur côté, Ben, tout est seté, ils veulent pas refaire l'effort, puis pour un gain qui serait minimal selon eux. ouais. Il y a certains parallèles avec Snipcart qui valent la peine d'être mentionnés. Nous, pour créer de l'excitation, de l'engouement, on avait mentionné vraiment à l'avance, de façon très publique, qu'on travaillait sur une V3. Puis on avait donné des ETA un petit peu lousses qu'on a dépassé là, par même plus d'une année. Là. Fait qu'il y a eu beaucoup d'attentes qui ont été créées artificiellement par nous, entre autres par moi, qui en avait parlé publiquement. Surprenant, on dirait que je me serais pas attendu à ça de ta part. Exact. Fait que moi, ça, c'était comme un petit peu un mot, un avertissement. Là. Je pense que si t'es pour en parler à des clients, puis surtout si, tu sais, Shape Up, ça semble très flexible, loose. Quand ça va être prêt, vous avez un estimé, mais c'est pas genre coulé dans le béton. Fait que tu sais, C'est assez... OK. Ça, là-dessus, si je t'avoue que je pense pas que je serais capable de survivre dans l'environnement de mes cibles, là, de juste bâtir au gré des saisons et au gré du vent. 10 ans de travailler avec les Américains, ça te forge un besoin artificiel d'avoir des deadlines et des buts impossibles. Fait que c'est sûr que nous, on travaille, on a une date en tête. Puis moi, j'en ai une en tête, puis c'est là-dessus. Ouais, mais... Je veux dire, j'en ai une en tête, j'ai des bonus qui sont accrochés à ça. Je veux dire, on est tout incentivized pour que ça Ouais. goal puis que ça ship. Mais... Puis en même temps, moi, de la façon dont je le vois, c'est une course contre la montre. Parce que pendant qu'on est en train de travailler sur la nouvelle version, on ne travaille pas sur l'actuelle, puis là, on met à risque des nouveaux deals, puis on met à risque les deals existants. Puis ça ne peut pas durer 2 ans. On ne peut pas être 2 ans juste à laisser notre plateforme coaster, puis être dans le noir dans une autre plateforme. Fait que, mais encore là, l'idée, c'est d'arriver un peu à ce sweet spot-là de une genre de parité. Fait que, pour vrai, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris notre site web, le marketing website, breakdown de marketing website, voici tout ce qu'on offre. J'ai pris nos service agreements, qui sont un genre de document qui dit voici, on s'engage à offrir ça, ça. Puis finalement, puis même, j'ai sacré ça en Notion avec un rating pour Blissbook puis pour Phoenix. Puis j'ai mis une couple de compétiteurs sur, bon, OK, ease of use. Bon, Current Blissbook, 3 sur 5, genre. Phoenix, 4 sur 5, maintenant. Puis après ça, ça descend comme ça. Puis présentement, on a juste des trous béants comme on n'a pas telle affaire, on n'a pas telle affaire, on n'a pas telle affaire. On peut pas le vendre. Mais dès que c'est possible, ça va être justement de travailler là-dessus. Puis c'est un peu pour ça que je vais t'en parler. C'était dans le fond, dans 2 semaines, donc à la mi-octobre 2023, je m'en vais me bencher avec le CEO, notre gars de vente à LA pour une retreat pour justement planifier le go-to-market. Puis ça, c'est une initiative que j'ai eue puisque, tu sais, je veux dire, j'ai été product marketer pendant un bout, puis je nous regarde aller, puis je suis là, oh my god, je veux dire, c'est bien le fun de bâtir, là, mais si on prépare pas le launch, si on prépare pas comment on présente ça aux clients, si on s'assure pas que notre messaging est tête, ça marche, tu sais, ça va être un beau, pas que ça va être un flop, mais ça sera pas bien. Je pense qu'on peut bien le packager, finalement, sans nécessairement que ce soit un lancement Product Hunt, là, mais je te parle de juste notre gars de vente, 2 mois avant qu'on aille live, va pouvoir commencer à vendre. Peut-être même avant ça, va pouvoir commencer à présenter la nouvelle plateforme plutôt que l'ancienne. Fait que c'est un peu ça le truc que je voulais discuter aujourd'hui. C'était, selon toi, c'est quoi? On peut faire le tour, mais le go-to-market dans un monde de B2B SaaS en 2023, ça ressemble, c'est comme, c'est quoi qui est nouveau puis shiny? Puis il y a des vieilles affaires qu'on faisait, ça se fait ça encore? Fait que je sais pas si, sans nécessairement, si t'as rien qui vient en tête, je peux continuer de patiner, mais s'il y a des trucs, je serais quand même curieux de les entendre. Votre go-to-market va différer, mettons, d'un nouveau produit parce que vous êtes déjà sur le market. Fait que contrairement à une startup verte qui sort dans le monde, qui vient de sortir dans le monde, ils ont tout à comprendre puis à découvrir. Vous, c'est pas le cas. En théorie, vous avez une décennie d'apprentissage puis d'insights sur ce qui a marché, ce qui marche puis ce qui marche plus. Fait que je m'assurerais quand même d'avoir un volet empirique dans ton... Tu fais une espèce de
retraite ou de crunch avec tes collègues à LA, je m'assurerais justement d'avoir un historique de Blissbook parce que il y a des choses à ne pas jeter à la poubelle. Là. Aussi, moi, depuis le début du pod, une chose à laquelle je réfléchis, c'est le phasing de lancement. Nous, chez Douda, on l'avait fait avec Douda e-commerce en utilisant beaucoup Launch Darkly pour comme flaguer certains comptes ayant accès aux nouveaux produits. Puis on l'avait fait principalement de deux côtés, c'est-à-dire que tu avais beaucoup de self-serve, onboarding via la web app, qui est comme « Hey, découvre le nouveau produit, la nouvelle version, whatever. Clique ici, voici un wizard, voici des clients alpha qui l'ont déjà utilisé. » Fait qu'on avait ça d'un côté. Puis pour les clients à valeur vraiment plus grande, fait que des grosses agences par exemple, il y avait un effort qui était plus au niveau account executives puis sales, de individuellement aller raconter cette histoire-là, faire le pitch pour upsell le nouveau produit. Fait que moi, la question que j'aurais pour vous, puis un exercice, je pense, qui va être important de faire, c'est justement d'identifier quels utilisateurs, quels comptes vous allez upseller ou go-to-market avec juste votre software, avec votre CEO, avec quelqu'un d'autre. Vous avez quelqu'un aux ventes, c'est ça? Ouais, bon. Fait que, puis pour faire ça, moi, ce que j'aimerais savoir, mettons, de Blissbook, c'est... Parce que tu as dit quelque chose de vraiment clé, là, juste pour revenir un petit peu, puis ça va supporter ce que je m'apprête à dire. Tu as dit, j'ai l'hypothèse que plusieurs de nos clients existants ne seront peut-être pas intéressés par la nouvelle version parce que pour eux, Blissbook fonctionne good enough. Ça fait ce que ça a à faire. Il n'y a pas vraiment de friction. Alright, ben tu sais, ça serait important dans le user base. Je ne sais pas à quel point vous avez du usage analytics, du BI, tout ça, mais d'isoler. Ok, vous n'en avez pas, ok. Mais de façon générale, mais en même temps, vous avez des gros clients, fait que vous n'en avez pas 5000, right? Vous en avez combien? Non, c'est ça. C'est exactement ça. On a une couple de centaines. Puis tu sais, c'est genre Enterprise représente 70% du revenu. Tu sais. Puis fait que la beauté, puis c'est un peu ça, parce que je veux dire, tu t'en allais exactement à la bonne place, là, de faire une liste. Puis la beauté, c'est que la liste n'est pas si longue. Ça, c'est quelque chose que je veux faire en fait avec le gars de vente qui est nouveau pour que lui aussi ait un peu cet historique-là. Parce que chaque client finalement est rentré pour une raison différente, puis un feature qui n'existait pas, puis ce feature-là maintenant existe. Fait que tout le monde a un peu leur historique, leur histoire, puis tu sais, il y en a, tu sais, je veux dire, au point où j'ai l'impression qu'on roule une shop familiale, tu sais, au point qu'on a une fille qui était chez, je me rappelle plus le nom de la compagnie, elle a rentré Blissbook, elle a changé de compagnie, elle a rentré Blissbook, puis là, elle est chez DoorDash, puis elle est en train de rentrer Blissbook. Nice. Fait que finalement, c'est genre, tu sais, c'est comme, c'est notre marketing channel, c'est juste delight your customers and be there for them. Maintenant, tu sais, ça, c'est un peu ça a été la version 1 mom and pop shop. Là, maintenant, il faut scaler ça. C'est un peu ça, le challenge ici, c'est de ne pas perdre cette essence-là. Puis de s'assurer, même dans la transition, tu sais, tu parlais de justement avoir l'aspect plus account executive plutôt qu'un genre de product-led approach où tu crées un peu des manières d'upgrader ou de changer. Dans notre cas, je pense que ça va être beaucoup à la mitaine. Maintenant, tu as dit quoi qui est intéressant, je serais quand même curieux. Est-ce que tu parlais qu'à un moment donné, vous aviez un peu flip la switch puis que certains des nouveaux clients, nouveaux sign-ups s'embarquaient sur la nouvelle app, si on veut? Est-ce que c'était un split? Est-ce que c'était tout le monde y va? C'était-tu par cohorte? C'était quoi un peu l'approche? En même temps, on n'a pas tant de volume, fait que c'est pas... peut-être que ça vaut pas la peine de faire un split, mais je suis quand même curieux de voir comment vous avez fait ça. Ouais, chez Douda, il y avait des dizaines de milliers de clients, beaucoup qui étaient self-serve. En fait, une majorité, si je ne m'abuse. Ça a été ultra progressif. Je me rappelle plus des détails. Ce que je me rappelle, c'est qu'il y a eu plusieurs phases avec des petits incréments. J'ai en tête un chiffre du genre là,
50 à 200 comptes à la fois qui étaient ou flagués dans LaunchDarkly pour accéder aux nouveaux produits. Excuse-moi, tu dis Launch Darkly. C'est un service ou c'est un. Tu me parles de feature flags en ce moment? LaunchDarkly, c'est un SaaS qui te permet de gérer justement tes feature flags par account sans retourner dans le code à chaque fois, tout ça. Là. Je vais juste Oh, direct shit. semer. C'est intéressant. Je vais juste le. Mettre ça dans les show notes, puis tu me le garoches Ouais, dans le chat. oui, c'est vrai ça. Parfait. Fait que, ouais. On faisait ça, puis on s'était ostiné longtemps sur c'est quoi les critères de succès qui permettent l'ouverture d'une prochaine gate de release, mettons, incrémentale. Il y avait des choses comme le Happy Path a été fait une fois, il y a eu un store en environnement test, quelques actions clés pour un pourcentage de la base d'utilisateurs à laquelle ça avait été ouvert. Puis là, on bougeait avec ça. Nous, je te dirais que le gros challenge, ça a été de réaliser avec du feedback utilisateur qui venait soit du produit ou soit d'appel d'account executive que genre la parité de fonctionnalité de commerce en ligne n'était pas encore là versus des Shopify. Fait que ça, c'était comme du learning produit qu'on le savait tout déjà un peu. On savait juste pas à quelle intensité. Je pense que dans le fond, je vais te donner un pro tip, là, mais quand tu écris dans le chat, mute-toi parce que ça fait poc, 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 poc. Fait que déjà qu'on a ton chien, on va s'éviter ton clavier. Bon, excusez-moi. Merci d'être passé à la bande ASMR du podcast Ça se passe avec Antoine. Toutes les semaines, je fais des bruits de bouche. Sinon, tu peux te prendre des Silence keycaps, key switch, comme j'ai sur mon funky mechanical keyboard. Mais, ouais. J'ai une question pour toi, par contre. Puis c'est peut-être du coq à l'âne, mais t'en as parlé plutôt d'une erreur que vous avez faite chez Snipcart. C'est que Frank existe, fait que vous avez tout annoncé, puis ça a été super built in public, j'imagine. Je me rappelle d'avoir vu passer les annonces. Non, ça a été shame in public. Ça n'a pas Mais- été built in public parce que justement, on n'avait jamais fait de gros travail de fond de produit dans notre équipe. On n'avait pas de product manager, owner. C'est comme moi qui l'ai devenu après ce Charles. Puis plus on travaillait sur la V3, plus on réalisait, oh shit, t'as peu. La gestion des payment gateways pour la nouvelle version, ça ne marchera pas comme on voulait. Oh shit, t'as peu notre monolithe, il faudrait peut-être séparer un service à part pour ça. Fuck, ça va prendre plus de temps. Fait que c'est comme si on découvrait tous les freins et les étapes à la mesure qu'on y allait, puis ça repoussait toujours la date. Fait que ce qui se passait, c'était des cues ou des flags en public. « Hey, what's up avec la V3? Ça s'en vient dessus? » Moi, qui dit « Ah, non, on a eu des challenges, whatever. » Fait que c'était vraiment un fail à ce niveau-là. Ouais. Je t'avoue que je feel vraiment ton pain, dans le sens que je vois comment ça... C'est vraiment un... on change un peu de sujet, mais c'est vraiment un j'ai l'impression que c'est marcher un peu sur un tightrope, là, c'est un peu faire de la slackline au parc La Fontaine. Mais genre, il y a un côté funambule de rebâtir une app de même, dans le sens que chaque feature a le potentiel de déraper et de prendre 3 fois le temps. Puis c'est un peu tout le temps un gut check de c'est quoi la valeur que j'ajoute là. Tu sais, la vraie valeur, puis je t'avoue que, mettons, le operating principle en ce moment, c'est vraiment, OK, faut que ça marche, faut que ça remplisse la tâche. Le job, tu lui donnes, est fait. Fait qu'on va faire de quoi de robuste, mais de simple. Mais dans l'ensemble, dans le fond, une fois que tu additionnes toutes les features, ça va être riche, pas juste simple. Puis après ça, les clients viendront demander de quoi de plus. Fait que ça se peut que tu puisses pas aller faire tous les trucs que tu faisais avant, mais ça va en faire une fucking bien, ça va être quick, efficace, puis ça va faire la job. Puis après ça, on verra la pression des clients et sur quelle partie de l'app versus tout overbuild day one. Puis jamais aller au marché. J'ai beaucoup d'affaires à dire par rapport à ça. Premièrement, vu que vous n'avez pas beaucoup ou pas pantoute d'analytics d'utilisation du produit, mettons, OK, moi, honnêtement, je profiterais au moins de ce moment-là pour genre lancer un mix panel, un amplitude ou peu importe c'est quoi la nouvelle version cool de ça.
là-dedans, que genre tu peux mapper tes events puis je m'en rappelle plus quoi, à un système qui collecte la data, là, genre Amplitude, puis après ça, tu peux voir comment l'app est utilisé, ou Power BI, peu importe comment vous voulez vous wirer. Mais il y a quelque chose que tu as dit au début du pod qui, selon moi, manque un peu dans la vision que tu m'expliques, c'est quand tu regardais le marketing website, ou même que tu utilisais l'app, tu étais capable, avec confiance, de dire à tes collègues, voici les endroits où est-ce qu'on soque. Voici les endroits où est-ce que ça marche pas, genre notre promesse qu'on veut livrer. Fait que moi, ce que je te dirais, c'est, ben, en théorie, ces choses-là, il devrait avoir du nouveau qui est fait. Vous le savez déjà, le learning, il est là. Ouais. Oui. Fait que, C'est. Ouais, c'est là que je réalise c'est peut-être pas les limites du langage, si on veut. Parce qu'il y a en fait, deux choses pour revenir aux analytics. D'ailleurs, c'est genre cette semaine, notre super back-end dont on ne prononcera pas le nom ici pour pas que je me le fasse poacher par une autre boîte de Québec, a mis en place, dans le fond, les audit trails. C'est que l'idée, en fait, c'est ça. C'est comme les deux, on vient d'un background où la télémétrie, c'est ça qui te ouais, c'est permet le de bon voir mot, ça. justement Ouais. qu'est-ce qui s'en va. Puis, fait que la beauté de le bâtir from scratch, puis même, ça reste que nous, notre app, c'est une app aussi de monitoring. Fait que, en tant que personne RH, tu veux utiliser Blissbook pour voir l'ensemble de ton de ton employee base, qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est du audit trail pour nous, mais aussi un audit trail qu'on peut surface finalement, qu'on peut montrer aux clients. Fait que le BI, il va dans les deux sens. Fait que c'est un service qu'on rend, mais c'est aussi, nous autres, ça va nous permettre de voir, OK, cool, qu'est-ce qui est utilisé pour vrai, si on veut. Fait que t'es spot on là-dessus, puis c'est une des raisons pourquoi, perso, je suis vraiment excité de faire qu'on puisse rebâtir, c'est que là, on peut vraiment tout, tu sais, vraiment mettre une télémétrie qui est scalable à grandeur. Puis justement, après ça, avec un taux comme amplitude, ou même pour la gang de business, pour la gang de marketing, puis de sales, de pouvoir piper cette information-là dans, que ce soit un HubSpot, un Customer.io, peu importe les tools dans le fond, des tools nécessaires dans l'intercom, peu importe, pour être capable après ça d'avoir une expérience client qui est tight, là, dans le Customer Success puis le Customer Experience en général. Puis ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour tomber sur les points forts, les points faibles, c'est vraiment ça, en fait. C'est genre, on fait pas un miroir de l'app, c'est pas un refactor, en fait. C'est un, genre, on bâtit juste une meilleure version. C'est un peu comme, pour vrai, c'est comme le nouveau iPhone. Genre. Si tu regardes, OK, cool, mettons peut-être pas de 14 à 15 parce qu'il n'y a aucune fucking différence. Là. Mais tu sais, quand l'iPhone 10 est sorti, puis on a tout fait, oh my god, il est malade. C'est le même genre de truc où, OK, on a un core user base qui ont besoin de ça. On va changer le packaging, on va changer le UX à telle affaire, mais on va garder le outcome qui est cool. Tu as 5000 employés, tu peux dire à ta gang de legal que oui, sur les 5000 employés, il y en a 4998 qui sont compliant, puis il y en a 2 qui sont problématiques depuis avant-hier, puis que vous avez pris en charge l'effort C'est de quoi? blablabla. Ouais, encore une fois, une couple de trucs, mais mettons, un que je voulais pas oublier de dire, c'est dans votre crunch, retraite, peu importe, je dis pas de faire l'exercice tout de suite, mais de shaper au moins l'exercice de comment est-ce qu'on va segmenter les clients, les utilisateurs, en combien de batchs. Tout ça, ça devrait être fait parce que même si vous n'avez pas une date précise en tête, ben, vous savez que quand vous arrivez là, vous le savez what's next. Genre, tu sais, la machine est prête à partir pour aller tester puis valider. Fait que ça, c'est un exercice vraiment important que vous devriez faire en team, puis tu t'en fais autant que tu veux ou tu délègues autant que tu veux, dépendamment de qui est impliqué dans tout ça. L'autre chose, c'est quoi votre objectif, mettons, ou vos objectifs avec le refactoring ou le... Bon, on va l'appeler comme ça, là. On se barrera pas trop dans le langage, mais la nouvelle version, disons. Est-ce que c'est beaucoup au niveau de la scalability dans le temps? Est-ce que c'est au niveau d'un exit potentiel, avoir une tech qui est beaucoup plus utilisable, compréhensible, facile pour les acquéreurs? Est-ce que c'est vraiment pour diminuer le churn peut-être ou augmenter le revenu d'expansion? Tu sais, comment vous avez cadré les objectifs de la refonte, de la nouvelle version?
C'est une bonne question. Puis avant de répondre, je suis là, genre, mettons, les questions après ça que je vais avoir pour toi, c'est par rapport à, hypothétiquement, mettons que tu étais justement côté marketing de notre team. Qu'est-ce que tu voudrais de la gang produit pour être équipé pour survivre puis pour kill it? Parce que c'est un peu ça, mettons, le challenge qu'on a en ce moment, c'est que il y a personne que sa seule job, c'est d'être product marketer. Fait que t'as moi qui le fais un peu, t'as le CEO qui le fait un peu, puis t'as le gars de vente qui semble le faire un peu. Mais il manque un peu ce côté-là de OK, comme cool, vous bâtissez le produit, mais moi j'ai besoin de whatever. Fait que je vais répondre à ta question, puis mais je suis quand même curieux d'entendre un peu de toi, qu'est-ce que tu vois qui manque, ou qu'est-ce que tu Ouais. penses que tu aurais besoin pour justement le go-to-market. Pour répondre à la question, la raison pour qu'on fait ça, c'est pour augmenter la valeur intrinsèque de l'entreprise. Ouais. Fait que la compagnie, il y a la journée avant que je rentre, c'était 2 fondateurs qui ont tout fait à 2, qui ont bâti le produit, qui ont écrit tout le code. Une personne a écrit tout le code, ou presque, puis une autre personne a tout pensé, designé, tout fait. Fait qu'on a un gros boss factor ici, qu'un des deux disparaît, puis pour elle, la compagnie disparaissait. Le challenge qu'on a eu, c'est qu'après ça, quand moi je suis rentré, déjà moi, ça a été vraiment tough parce que c'était comme rentrer dans un vieux couple où c'est comme tu bouges une tasse puis ça crée des. Il n'y a rien qui marche, là, c'est zéro fait Mhm. pour une troisième personne. Quand on a rentré un dev, c'est là que ça a complètement chié, puis le dev ne pouvait rien faire parce que tout le code c'était vraiment écrit, c'était vraiment fait pour. C'était écrit par une personne qui a fait ça vite, qui a fait ça pour shipper, puis qui avait aucune que c'était pas l'incentive, c'était pas de scaler, c'était juste de rester en vie. Fait qu'on avait un gros clusterfuck d'engineering à réparer. Ensuite, en faisant ça, ça permet aussi de scaler le developer experience. Fait que ça nous permet là d'engager, tu sais, comme même maintenant, puis ça, c'est une discussion que j'aimerais avoir avec toi, je suis en train de contempler l'idée de, hey, on a certaines parties de notre app que ça va être des one-time builds. Dans le fond, on va le builder une fois, puis probablement qu'on va pas retoucher à ça pendant une couple d'années. Juste parce que c'est core, mais pas si core à l'app. Donc, d'où l'idée de, hey, pour vrai, moi, je commence à regarder comment est-ce qu'on pourrait juste rentrer, mettons, un contractor, part-time ou full-time, pendant 1, 2, 3 cycles de build, puis qui reviennent à tous les 18 mois, genre. Parce qu'on n'a pas les moyens en tant que bootstrap. Le coût d'engager, mettons, un engineer senior à, on va dire, pas au chiffre de Québec, là, mettons, à 200, 250 US, ben, je pourrais le descendre à 50 US par année en l'ayant juste pendant une coupe de cycle. Puis moi, ça fait bien mon affaire parce qu'anyway, c'est peut-être pas le type d'ingénieur qu'on a besoin dans notre team pour builder le reste de l'app. Fait que ça, c'est l'autre option. Troisièmement, euh, le feature, la façon dont l'app est construite, la business logic, en gros, est solide, mais la façon dont ça a été fait, c'est un black box. Fait qu'en tant qu'utilisateur, utiliser Blissbook, ça fonctionne, mais c'est stressant. Tu sais pas trop comment ça marche, mais ça marche. Chaque fois que tu prends une action, c'est pas clair ce qui vient de se passer, mais le résultat est là, puis tu as l'air vraiment hot devant ta team. Fait qu'il y a ce côté-là il n'y a pas de guardrails. Tu sais, même, on a voulu changer le pricing, puis il n'y avait aucun moyen pour moi d'intégrer du feature gating, d'intégrer tout un peu les bases d'un product-led growth là-dedans. Fait qu'en ayant une plateforme qui est déjà plus moderne, ça aide déjà à ouvrir ces portes-là et à rendre ça possible. Fait que pour vrai, sur toutes les facettes, ça faisait juste plus de sens de faire ça comme ça. Puis ça nous permet aussi de. Tu sais, parce que ça fait 10 ans que le founder, il a une vision, puis qu'il a des idées, puis qu'il a vraiment des bonnes approches, mais qu'il n'a jamais été à débuilder parce que ça ne rentrait plus. Fait que là, on s'assoit, puis on revisite ça, puis on le refait, dans le fond, en utilisant les technologies modernes, puis aussi en prenant tout l'apprentissage de 10 ans d'expérience pour justement le refaire Mettons comme que je il te faut. repose Finalement. la question. C'est. Mettons que je te repose la Ouais. question, puis t'essayes de répondre en genre deux phrases seulement, là, pour essayer de clarifier ça dans mon esprit, puis je te dis quels sont les résultats d'affaires escomptés d'une refonte pour Blissbook. Une plus grosse valeur par employé. Dans le fond, on va être capable de charger plus cher par employé à des compagnies plus Ok, grosses. pas vos employés, les employés de vos clients. Les employés clients. Fait qu'en gros, la valeur, dans le fond, le average annual contract value, on va être capable d'aller chercher plus. Puis
puis aussi d'expand un peu la grosseur des compagnies. Moi, j'aurais ajouté à cette réponse-là probablement avoir une structure organisationnelle qui peut scaler dans le temps et la technologie. Attends, je vais reposer la question. Frank, peux-tu répondre à ta question avec mes mots, s'il te plaît? Ça va être plus concis Non, puis meilleur. en fait, t'as comme ouvert sur un nouveau point, puis celui que t'as déjà dit, si j'étais pour le résumer, c'est notre objectif. Un de nos objectifs, c'est d'avoir une tech stack puis une plateforme qui permet l'accueil puis la croissance de membres d'équipe, qu'ils soient techniques ou pas, puis qui limite le boss factor. Juste ça, s'il y avait juste ça, mettons, c'est good enough pour une refonte, mettons. Encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait dans l'autre pod, ça dépend de la vision des fondateurs. Probablement qu'ils veulent qu'il y ait une croissance. Peut-être qu'un jour, ils veulent qu'il y ait un exit. Donc, dans cette vision-là, ça fait du sens d'investir le temps en refonte que vous donnez. Fait qu'un des objectifs d'affaires, c'est basically scalabilité de l'organisation interne. Là. C'est de la team puis de la tech. Fait que ça, c'est excellent. L'autre, c'est augmenter la valeur expérimentée. Non, la valeur que les gens ont pour ensuite augmenter la valeur que nous, on capture avec probablement, je sais pas, un meilleur pricing. Fait que, encore une fois, c'est excellent. Par contre, la question que j'ai pour toi, c'est parfait, ben est-ce que le design d'un nouveau pricing, ça fait partie de la refonte? Est-ce que ça va être un KPI contre lequel vous allez mesurer le succès de la refonte? À la première question, oui. À la deuxième question, probablement que non. Parce que, bien franchement, on a tellement shuffled le board que si on est pour s'ancrer sur des KPI spécifiques, je pense qu'on va être très déçus. C'est plus de regarder, je veux dire, le KPI va être simple. Est-ce que la compagnie, est-ce qu'on close plus de deals? Est-ce qu'on close des plus gros deals? Puis est-ce que les clients sont plus contents? Est-ce que ça prend moins de temps, le security audit? Est-ce que le procurement pose moins de questions? Est-ce que, je veux dire, c'est toutes ces choses-là, puis c'est la vitesse aussi, parce que ça reste que la game enterprise est quand même intéressante dans le sens que c'est l'art de dire oui puis non en même temps. Fait que tu te fais demander pour closer un deal, c'est contingent à un feature random. Puis comme là, au moins, là, l'idée, c'est qu'on va être capable de le feature flaguer puis que ça soit pas partout dans l'app pour tout le monde. Parce que là, présentement, dans notre app, on a des features qui sont utilisés par un client, mais tous les autres clients l'ont dans l'UI puis sont pognés à naviguer autour de ça. Ça fait aucun sens. T'sais. Fait qu'il y a une valeur de dire oui puis de faire du semi-custom, mais on n'était pas équipé pour le faire bien, pour pas que ça ait un impact adverse sur d'autres clients. Mais tu sais que augmenter la valeur par client puis avoir une structure scalable de la team puis de la tech, ça implique pas nécessairement aller chercher des nouveaux clients. Mais c'est quelque chose qui est dans ton discours un peu parce que tu dis des plus gros deals, des deals qui coulent plus facilement. Fait que tout ça, ça implique nouveaux clients. Puis aussi, tantôt, tu as dit au niveau du marketing, carrément, qu'est-ce que tu ferais? Fait que, est-ce qu'au sein de l'équipe, il y a une attente explicite d'aller chercher des nouveaux clients grâce à cette version-là? Ouais? OK, parfait. Ben, ça complexifie un peu les choses, là, parce que moi, au départ, je t'aurais dit concentrez-vous juste sur un genre de release incrémental de votre user base actuel. Puis une fois que ça, le feedback qui sort de ça, qu'il soit en télémétrie ou en revenu ou carrément en témoignage, avec un voice of the customer type of thing, une fois que ça booste votre degré de confiance dans votre nouvelle app, nouvelle version, là, j'aurais déployé peut-être du marketing. Genre, je l'aurais vraiment phasé comme tant qu'à essayer d'aller convaincre des nouveaux clients, on va genre en convaincre une couple des nôtres, les tester sur des bases plus sécures, c'est-à-dire que c'est moins... Le pire qui arrive avec un client existant, c'est qu'ils te disent « Ah, ça répond pas à mes attentes » ou « Ah, j'aime mieux la version 1 » ou « Ah, peut-être, mais il manquerait ça. » Mais t'as déjà sa business puis t'en perdras pas, tu sais. Alors que, tu sais, ton brand, ton nom peut se brûler si tu vas en chercher des nouveaux. Mais... ouais, je sais pas. On peut jammer sur le marketing si tu veux aussi. C'est vraiment comme tu veux. Ouais, non, c'est intéressant, mais c'est une bonne... Non, je suis d'accord, puis tu sais, j'haïs pas l'idée. Moi, le pushback ou plus je regarde ça, puis je suis là, hey, mais pour vrai, tu sais,
il y a de quoi d'un peu sadomaso à ce que notre gars de vente sache qu'il y a un meilleur produit in the pocket, puis qu'on lui demande non, tu peux pas vendre ça. Tu sais, puis le risque est là que le nouveau produit soit pas, qu'on se plante sur certains trucs. Tu sais. Fait que, est-ce qu'on y va safe, puis on donne la vieille recette, ou est-ce qu'on y va un peu plus risky, puis on y va avec, dans le fond, on se lance, on prend le Ouais. risque, puis on fonce. Puis je regarde, mettons, ça reste que dans notre business, dans notre marché, ça va être probablement plus facile de vendre la nouvelle version que l'ancienne. OK. Puis c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Là. Mais le point que tu apportes est bien. Puis là, ça vient un peu me dire, je vais repenser à mon affaire. Ben, écoute, si t'es... Moi, comme je te dis, j'irais pas de façon... En ce moment, votre acquisition, elle passe par des referrals beaucoup, elle passe par de la... Google, Par du SEO beaucoup? c'est n'importe quoi. C'est le monde. OK, Ouais. ben là, il y a de quoi d'intéressant que tu peux faire là-bas. OK, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus vente et referrals. Ah oui, ouais, l'idée, c'est que ça cogne à la porte inbound. Fait Ouais. que genre, t'as des grosses compagnies, là, genre que vous voyez les logos passer à tous les jours, ils viennent cogner à la porte chez nous. On sait pas pourquoi ni comment. On se ramasse avec une démo. Puis là, ça part en processus avec les ventes, finalement. Idéalement, il faudrait que vous sachiez pourquoi et comment. Là. Vous avez de l'air à savoir comment un peu. Ouais, mais comme. Ouais, mais tu sais, c'est plus et pas mon domaine tant que ça. Tu sais, fait que je veux Ouais. pas me lancer à dire de la merde, fait que je vais garder ça un peu général, mais la réalité, ça reste que la réputation, le brand, le marketing, puis aussi juste l'offre qu'on a ou ce qu'on dit qu'on a. Puis ça reste que à cette grosseur de deal-là, il y a une évaluation de plusieurs produits qui se fait. Fait que souvent, sont obligés, même si sont obligés de faire le tour de toutes les offres, si on veut. Fait que c'est quasiment un système d'appel d'offres. Intéressant. Mais tu sais, qui est pas mal moins gouvernemental, là, qui est plus, on va jouer au golf. Est-ce que... C'est le bateau de Tony Accurso, finalement. J'ai une couple d'idées. Est-ce que vous avez un pourcentage significatif de votre user base qui est self-serve? Significatif? Genre 5, Oui. 10, mettons t'avais Majoritaire? guessé. Non. C'est genre 25%, parfait. mettons 30%. Bon. Du revenu, pas du nombre, Du nombre, mais mettons. du revenu. Parce que le nombre, je te dirais C'est ça. qu'il est plus élevé. Là, je veux dire, Exact. ça commence beaucoup self-serve, mais c'est pas toujours un bon fit, c'est pas toujours une grosseur. Puis, ouais. C'est une idée, je sais pas si elle est excellente ou elle s'applique, mais vu qu'il y a beaucoup de demandes qui est inbound, il y aurait manière de split-tester les onboarding vieilles versus nouvelle app avec juste des clients nouveaux. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement la perception old school de l'ancienne version. Puis, mettons, quand quelqu'un clique sur ta homepage sur Google, tu as un Google... Je sais pas si Optimize existe encore, whatever. Il y en a plein des A/B testing tools. Mais tu as un A/B testing tool qui soit change le messaging ou, tu sais, le split peut se faire juste à l'inscription. À la limite, c'est le même messaging, mais vraiment, tu pousses du nouveau monde. Exactement, c'est ça. Ou de l'autre, là, ouais. Non, j'aime vraiment cette idée-là pour vrai. Ça, c'est cool. Puis c'est le genre de truc que... Ouais, puis qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? C'est super intéressant parce que c'est vraiment ça le truc qui va être... ça permet aussi de savoir vite c'est lequel des deux qui... Là, ce qui est plate, c'est qu'il y en a un qu'on va être dans le noir, puis il y en a un autre qu'on va avoir full télémétrie. Là. Fait que ça va vraiment être une question de... Quand on les appelle une semaine après, c'est dans quel non, mood. man, tu peux artificiellement aller chercher les data points que tu as besoin. C'est-à-dire que tu peux mettre des gates... Les conversions, tu peux mettre des gates de surveys, des pop-ups qui sont... Genre, c'est un petit peu de la merde là, comme UX, mais genre, avant de renouveler ton plan, avant de mettre ta carte de crédit, avant d'ajouter un membre à ton équipe, avant de déployer ton premier inbook, faut que tu passes par un survey qui dit genre sur 10 NPS ou genre t'es-tu content ou pas. Je dis n'importe quoi. NPS. Comment tu décides de le valider, ça va vous appartenir, mais puis tu sais, tu pourrais mettre la même chose dans les deux. Fait que même si tu as une télémétrie plus poussée dans ta nouvelle app, ben tu sais, tu pourrais avoir le même baseline de questions puis de surveys sur les deux versions. Puis ça, c'est pour une équipe comme vous qui est technique, puis product, puis design, c'est pas tough là, à ajouter. Là. À la limite, même, tu veux même pas le designer puis le coder, il y a des tools pour ça, genre, tu sais, que tu peux crisser dans ton app. Ouais. En fait, le Launch Darkly, je t'avoue que ça, je vais le regarder quand même. C'est quand même très intéressant. Ouais, ben oui, c'est powerful.
je t'avoue qu'en même temps, tu sais, de l'autre côté, tu sais, c'est aussi, je trouve qu'on a une tendance à vouloir tout tester, tout mesurer, tout avoir les formules, puis il y a une partie de moi qui est là. Au vrai, on va juste forcer tout le monde sur la nouvelle, puis forcer tout le monde à... Tu sais, Ça dans le dépend, fond, là, ça, dude. on le sort bien vite si on tu sais, c'est qu'on va pas attendre 6 mois d'avoir un nombre significatif pour Pourquoi pas? être capable de donner des... voir si nos chiffres sont bons, ben parce que opportunity Ouais, mais cost. l'inverse est vrai en calice. Dans le C'est-à-dire fond, que ton opportunity cost de genre oui, mais brûler tous l'inverse, tes nouveaux clients dans une version que finalement t'as pas vu de quoi qui marche pas, ça coûte cher en esti aussi. Ouais, mais je pense que ça coûte moins cher que d'alourdir la base de la customer base à V1 qu'il va falloir un moment tasser sa V2. Ça, c'est un. Parce que c'est beaucoup Ouais, de travail. ça, Ça c'est un reste que bon là, le point. problème qu'on a, c'est que le coût, on va dire ça de même, la marge de profit va être améliorée avec la nouvelle app. Puis ça va être ça, c'est ça qui est un peu le challenge, c'est que le coût, dans le fond, que ça coûte aux clients et à nous pour bâtir puis pour lancer, va être quand même streamliné pas mal. Fait que si on peut sauver ça, ça peut... Tu sais, ça nous permet d'être finalement moins cher, plus compétitif, plus profitable Mais là, pour un même moi, il y a client. un gros point d'interrogation là, qui va changer comment je réfléchis, mais est-ce que tu comptes lancer la nouvelle version avec 80 à 90% de parité de fonctionnalité ou moins? Avec probablement une parité Bon, ben, complète, fait que ok. Ça 100%. me stresse Sauf que, beaucoup moins d'abord. Ouais. ouais, sauf que, tu sais, je veux dire, ça va être tu sais, ça va être genre, y a des suspensions sur le char? Oui. C'est des suspensions à l'air avec 18 settings, puis qu'il y a un mode pluie? Non. Puis ça sera au client de venir nous voir puis dire hey, j'aimerais ça qu'il y ait un mode pluie sur mon système, mon char, puis que là, on se mette à devenir fancy. Mais ça va être de base, mais solide. C'est ça l'idée, en fait, de commencer là, puis parce que sinon, l'app est tellement vaste, puis on a tellement overbuildé des trucs. Ça, c'est l'autre problème, c'est que recréer l'app comme elle est là, c'est aussi retomber dans des vieux patterns de Non, mais overkill, des choses qui étaient là oublie la pour parité de vrai, fonctionnalité, not puis useful. dis juste c'est genre parité de jobs to be done ou de code utilisé. C'est ça, c'est bon. Ouais, c'est exactement ça. C'est bon. C'est exactement ça. Ben, Fait que c'est jobs to be done one-to-one, puis ok. value Ben, dans supérieur, cette optique-là, ce idéalement. que je te dirais, c'est que je suis pas mal moins stressé que tu y ailles all out sur genre juste tous les nouveaux clients ont accès à la nouvelle ou tu pousses plus Ouais. fort la nouvelle. L'affaire que je te dirais, c'est tant qu'à justement jouer un petit peu plus dans la télémétrie puis l'instrumentation d'analytics, peut-être, avant de starter vos nouvelles initiatives de marketing sur la nouvelle version, ça pourrait être cool d'avoir genre une structure d'attribution marketing le plus lean possible, mais qui vous guide un petit peu plus, tu sais, pour que justement la question que je t'ai posée plus Mhm. tôt, dans une couple de mois, années, tu vas être capable de mieux y répondre. Puis, sais-tu Ouais. un Google Analytics avec des events pimpés? C'est-tu justement Amplitude? Nous, on avait beaucoup de notre attribution marketing qui passait par plein de data points puis d'events qu'on C'est pipait intéressant. là-dedans. Parce que justement, je pense que c'est un des facteurs qui ouvre la scalabilité de l'organisation, de la valeur de la compagnie, d'être capable de dire oui, mais check. Les efforts, on a essayé 3 channels. Il y en a un, mettons, que ça a généré des taux de conversion de ça, l'autre ça, puis le ARPU moyen de Mhm. channel 1, 2, 3, c'est X, Y, Z, whatever. Fait que, il y a ça que je pense que ça vaudrait la peine de réfléchir. Sinon, quel canal ils ont... Tu te sens dire que le SEO, ça a marché? Ou que ça marche? Ouais, tu sais, c'est que ça fait aussi longtemps qu'on existe, là, dans Ouais. le sens qu'on est établi avec une réputation, avec beaucoup de, tu sais, il y a du Ouais. backlink à côté, il y a des reviews sur plein de sites. Tu sais, genre, tu sais, je suis tombé tantôt sur un review, tu sais, je cherchais des compétiteurs pour le fun, puis je suis tombé juste sur un site de genre Friday.com, les Best OK. Employee Handbook, puis on est numéro 2 derrière genre Notion, OK, là, ouais. écoute, pas rapport, là, tu sais. Ben moi, Puis, fait que, on est le premier vrai ben écoute, tu supplier, parlais genre. d'embaucher un consultant technique pour un cycle ou 2 de développement produit. Moi, je te dirais quasiment, man, tu pourrais peut-être embaucher un consultant marketing pour un cycle ou 2 de growth, genre. C'est-à-dire que, tu sais, là, mettons, avec tout ce que tu me dis, je suis comme, bon, comment est-ce que tu leverages l'âge de Blissbook? Ben, clairement qu'il y a une chier de reviews, il y a une chier de backlinks, il y a une chier d'articles existants
Ouais. Il y a une chier de documentation. Moi, je ferais un inventaire de tout ça, man, puis je me ferais un plan de communication de genre, tous ces touchpoints-là vont être informés qu'il y a une nouvelle version, qu'il y a des screenshots à updater, qu'il y a une promo à la limite. Mais tu sais, t'as déjà des gens qui parlent de toi ou qui te trouvent à plein de différents touchpoints. Chris, man, update tout ça. Tu sais, c'est comme un low-hanging fruit pour moi. C'est de l'hostie job, Ouais. mais genre, ça Absolument. vaut la peine. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Non, c'est un bon point, puis c'est cool, puis c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, la différence, c'est que naïvement, en fait, le but de la retreat à le Songel, c'est un peu ça. Tu sais, puis je voulais qu'on le fasse l'inventaire juste pour que les gars catchent qu'il y a beaucoup de stock à faire, puis que c'est important, c'est aussi important que ça soit fait. Tu sais, je veux dire, sinon on ship, on passe à côté de tellement de trucs. Ouais. Question pour toi, puis ça, c'est, tu sais, je veux dire, je m'excuse, je te remets dans le PTSD Ah, j'ai pas Snipcart. beaucoup de PTSD. Dans le fond, Ah, ok. non, mais Oui, de l'annoncer excuse. trop Ah, tôt, finalement. Parce que ça reste que il y a un moment dans le temps, fait que dans les prochains mois, l'objectif, là, c'est de lancer Q1 cool. 2024. Fait qu'entre, mettons, février-mars, février-mars, il faut que un nouveau client peut rentrer, Parfait. payer, puis l'utiliser. That's the plan. Ceci dit, on a quand même des longs sales cycles. Il y a un côté aussi saisonnier là, à ça, c'est-à-dire que souvent ton employee handbook dans les grosses compagnies va être révisé annuellement parce que tes policies sont reviewed par le legal counsel, qui est interne ou externe. Fait qu'il y a comme un gros processus, des gros workflows. Puis, fait que ça ferait, il y a un moment donné que ça va faire du sens de faire nos démos avec la nouvelle app ou avec un prototype de la nouvelle app, puis de commencer à tease out ce qui est nouveau. Parce que même, je te dirais, on a signé des contrats il y a ce mois-ci avec des features qu'on n'a pas encore. Dans le sens que c'est un feature qu'il faut shipper genre Q2 2024. Puis qu'on est là, cool. Puis c'est ça qui est la game weird, c'est que notre roadmap, on se bat contre, dans le fond, des concessions clients. Puis des fois, les concessions clients, c'est eux qui nous donnent les meilleures features. Ça reste que, juste être très clair que je ne chie, parce que je sais que notre industrie a toujours chié sur dire oui au client, c'est une mauvaise idée, blablabla. Je trouve que je regarde le produit qu'on a aujourd'hui, on serait pas là si on n'avait pas dit oui aux clients qui savent ce qu'ils ont besoin. Parce que c'est des compagnies matures qui ont des processus en place. Puis nous, on arrive, les petits techies, puis on simplifie leur vie. T'sais. Fait qu'on apporte beaucoup de valeur si on le fait bien. Puis là, l'opportunité que, mettons, moi, j'ai avec la team, c'est de prendre tout ce qu'on a acquis comme knowledge, puis là, finalement, de streamliner cette app-là. Fait que là, ma question, Frank, c'est, toi, là, c'est, tu sais, je veux dire, tu m'entends parler, t'es là, tu commencerais-tu à en parler maintenant dans des appels, sachant que ça va closer puis ils vont en avoir besoin dans 6 mois? Moi, je commencerais pas à en parler à personne avant d'avoir segmenté en phase les releases par batch d'utilisateurs, puis je commencerai à en parler à la première batch dès que possible. Parce que la première batch, en théorie, en fonction, même si vous la handpick là, manuellement, ça devrait être celle qui a le moins de risque de vous faire chier, right? Puis d'être fru, puis de s'en aller, ou de pas avoir confiance. Ça devrait être celle avec lesquelles vous êtes les plus des alliés possibles. Puis une fois que tu as ce degré de confiance-là, genre, bon, ton family love, ben là, tu peux aller plus dans le vrai monde, puis te battre contre des inconnus, whatever. C'est weird analogie, là. Mais, ouais, fait que oui, une fois que cet exercice-là est fait, je commencerai à en parler. Sinon, ben, moi, je l'ai vu, là, avec Douda, là. OK, on lance Q1, whatever. On est là, t'es Q2 de l'année d'avant. Ah, c'est dans longtemps. Man, ça a été de la job faire un plan de go-to-market là, pour Douda et Q1. Ça a pris 4, 5, 6 mois, je sais plus, là, mais comme... Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis peut-être ton consultant pour... Tu sais, il y en a plein, là, des fractional CMOs ou des growth specialists qui peuvent rentrer quick. Puis moi, je te le ferai pas cher, tu sais, il n'y a pas de stress. De toute façon, il y en a plein qui n'ont plus de job anyways. Fait que, fait que tu sais, moi, je m'assurerais en parallèle au développement produit qui est super important, puis la scalability de la stack, puis tout ça, je m'assurerais qu'il y a du travail de fond qui est fait sur le plan de go-to-market. Puis que ce soit la responsabilité de quelqu'un et pas juste un sujet qui dit « Ah ouais, c'est vrai, faudrait hein, qu'on check ça, faudrait hein, qu'on check ça. » Ça tombe tout le temps dans les cracks, man. Écoute, c'est très bien dit. J'aurais... Non, parce que tu dis ça, puis je suis là...
Écoute, c'est exactement ce qui va arriver si on fait pas ça. Maintenant, attends, est-ce que j'avais de quoi pour toi? Bon, on peut refaire sur le marketing si tu veux. On Là. coupera ça au montage. Ouais, mais c'était de refaire un peu sur... voyons. Ça fait pas du bon contenu, ça, quand je blâme moi-même. C'est pas grave. Non, mais Ludo nous a dit de quoi d'intéressant par contre là, pour contrebalancer le. Tu sais, moi, j'ai quand même des besoins ou des désirs d'attribution là, quand je travaille avec des SaaS. Là. Par contre, la vérité, c'est que pendant longtemps, la seule attribution qu'on a eue chez Snipcart, c'était l'inscription à partir d'une visite web sur Google Analytics. That's it. Il n'y avait pas de pont avec l'app. Je savais pas si ce monde-là, il valait combien pendant genre 5-6 ans, tu sais. Puis Ludo a donné, c'est vraiment intéressant, Ahrefs, qui est un gros tool de SEO qui pète des culs puis que nous autres, on utilise aussi. Ahrefs, jusqu'à genre très récemment, il n'y avait pas d'analytics software d'installer sur leur site marketing. Fait qu'un tool de un power tool de C'est quand même SEO ironique. avait pas ça, tu sais. Fait que, tu sais, apprendre avec une certaine légèreté là, mes besoins d'attribution, je pense quand même que c'est important, puis c'est des formations professionnelles de marketeur aussi. Je comprends que tu essaies de vendre ton service, Frank. Là. Je J'ai pensais DM l'acheter, Tom, mais le je suis... CEO, là. Je suis comme, hey, Antoine, c'est pas ce qu'il fait, gros, man. c'est ça. Il est perdu en crise. Mais tu sais, c'est que l'affaire, c'est ça. C'est non seulement Antoine n'est pas focusé là-dessus, mais je veux dire, Antoine est juste complètement out of bound en ce moment en faisant un Hey guys, il faut vraiment faire le go-to-market parce que sinon ça va tomber flat. T'sais. Puis il est là le challenge, là, c'est justement. Puis je pense que tu l'as bien mis avec le Hey guys, trouvez-vous un consultant ce que je te marketing. suggère, là, c'est prendre. Mettons là, que tu dis l'ensemble des activités de go-to-market que tu vas faire. Ça inclut des communications à des gens à l'interne, des clients utilisateurs actuels ou des nouveaux clients. Okay? L'ensemble des activités go-to-market, là, mon bet, là, c'est que je te dirais fais un 2/3 d'activités ou de canaux prouvés qui ont marché par le passé, puis fais 1/3 de nouveaux puis d'expérimentation. Tu sais, mettons, je sais pas si vous avez déjà fait des ads, avez-vous déjà fait du PR, avez-vous déjà fait genre un event, avez-vous déjà fait du direct sales, cold outreach, email, avez-vous déjà fait genre plus de marketing d'intégration avec d'autres tools? Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires, ce serait peut-être une belle opportunité d'essayer un nouveau truc. Là-dessus. Ouais, c'est super intéressant. Puis, tu sais, je te dirais, mettons, pour répondre tac au tac, ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup de Tom. Là. Tu sais, Tom qui est un excellent entrepreneur, by the way. Là, tu sais, je suis là, des fois, je le maltraite un peu, mais il est capable d'en prendre. Mais il est excellent. Puis, il y a un côté excellent là-dessus, c'est qu'il est en ce moment, il est aussi en mode préparer le terrain. Fait qu'il tu sais, puis on a un pod qui est sorti ou qui va sortir bientôt sur justement être bisouneux puis délégueux. Je trouve que Tom a vraiment. Puis ça, c'est s'il parlait français, ce serait un bon guest de podcast parce qu'il y a c'est un gros challenge de passer de t'as 14 chapeaux à t'en as un. Puis de bien le faire pour être capable de soit engager, soit automatiser, soit juste arrêter de faire des choses qui servent à rien. Mais pour ça, il faut que tu sois capable ça prend une humilité de malade. Là. Genre, j'ai rarement vu quelqu'un capable de dealer avec des égos. Il engage des égos dans sa team, puis il les laisse aller. Je parle de moi, là. Mais puis d'autres mondes. C'est comme, il me set up for success. Puis, mais c'est comme, je veux dire, c'était pas... C'est cool de voir un CEO grandir avec le temps. Fait que pour revenir à ça, c'est que ça reste qu'il a fait une très bonne job avec le marketing, puis de bien documenter les channels qu'on utilise. Puis je te dirais que la grosse différence qu'on va avoir à la seconde où on lance, c'est justement la télémétrie, puis c'est d'ouvrir la porte à une amplitude, puis de savoir maintenant que, oh shit, on vient de découvrir que, parce que, exemple, moi j'ai toujours été un fan dans le fond, du User 1 puis le User 2. Tu sais, le User Journey du User 1, toujours super simple. Okay. C'est la personne qui a créé le compte, c'est la personne avec qui a une démo, c'est la personne qui a eu ci, qui a eu ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour le user? Dans le fond, fait que tu pars un tool qui est pas self-serve, qui est full service, que tu fais un onboarding puis tes aides au bout. Les users 3, 4, 5, 6, 7
qui sont super critiques au succès de ton produit je veux dire, pour eux, eux autres, ils n'ont jamais d'onboarding, ou très peu, ou beaucoup moins. Fait qu'eux, ils tombent un peu dans un genre de product-led growth de c'est quoi leur expérience à eux, puis comment tu leur crées une side track. Puis ça, j'aurais pas été capable de le faire avec l'ancienne app. Là, je vais être capable de spotter qu'est-ce qui se passe, puis aussi de placer un peu les balises pour leur donner ça. Puis même, franchement, de rentrer des bons vieux tours là, quand tu sign up la première fois ou tu login depuis longtemps, puis de vraiment bake in cette expérience-là pour avoir finalement une expérience qui va s'apparenter à celle qu'on offre à la première personne. Et comme ça, Comme on peut c'est des critiquer choses qu'on n'avait pas des deux avant. côtés l'attribution, là, mais je vais te donner un exemple frappant. Chez Snipcart, pendant très longtemps, on s'est positionné puis on a marketé autour de des technologies cool, trendy, Jamstack, front-end, whatever, right? On a fait une chier de contenu là-dessus, participé à une tonne de conférences là-dessus, on s'est positionné comme thought leader. Par contre, juste parce que le search market nous éduquait, il y a beaucoup de gens qui tentaient de faire du e-commerce un peu plus custom, un peu plus lightweight avec des WordPress, des PHP, des Laravel, right? Qui est un peu moins cool, entre guillemets. Ben, on a fait du contenu aussi là-dessus, évidemment, parce qu'on voulait ranker, on voulait être là partout. On était moins upfront about it, right? On crissait pas ça dans notre H1 ou whatever, mais on était là. Puis une fois que, years later, une fois qu'on a rentré, je pense que c'était genre Amplitude, puis Mark il avait strappé Power BI par-dessus, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte quand on a vraiment creusé dans la data de revenus, la data par compte, la data par attribution, c'est que les gens qui rentraient par du contenu qui était relié justement à des frameworks un peu plus old school comme PHP, WordPress, quand tu mappais toute leur journey à leur ARPU, Average Revenue Per User, c'était genre bien plus de cash. Bien plus de cash. Fait que tu sais, t'avais comme une dichotomie entre le brand, le positioning qu'on faisait de Trendy Cool, puis le actual usage de notre produit. Mm-hmm. Fait que tu sais... Puis ça, c'est... Non seulement c'est vraiment... Ça éclaire les décisions, mais personnellement, c'est l'affaire la plus fun. C'est tellement hot de pouvoir dive in, puis geek out dans les chiffres, puis de juste être capable de comprendre, de voir des patterns, des trends qu'on verrait pas autrement. Puis que tu dises ça, c'est tellement vrai parce que, surtout dans notre industrie, on se fait nos ICP là, ou nos personas, nos patentes. Puis après ça aussi, veux pas, on tombe en amour avec des clients, avec des types de clients qui sont faciles ou qui sont le fun. Puis des fois, on voit pas que tu as une toute autre classe de clients qui est peut-être bien. C'était quoi avec ton podcast du chiffre, là, des bas bruns, la gang, mettons, des comptables ou peu importe. Tu sais, mettons, nous, dans notre cas, ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est qui rapporte le plus. Parce on a des compagnies, nous, ça range en malade. Je veux dire, on a des compagnies de 15 000 employés que sur 15 000 employés, il y a 150 employés de bureau. Après ça, c'est tout du monde dans des warehouses, des usines, des patentes, dans plein de pays, dans plein de trucs. C'est plein de types de clients. Il y en a que c'est juste une compagnie de tech, par exemple. Il y en a que c'est juste une compagnie avec des contractants ou avec full de turnover. Il y a des compagnies que ça ne bouge pas pantoute. Ils ont toutes Blissbook pour une raison similaire, same but different. Puis après ça, ils ne sont pas toutes créés égaux non plus. Fait que ça va être super intéressant un peu de tirer des parallèles entre hey, c'est une compagnie a un gros turnover, c'est-à-dire tu engages à toutes les semaines, tu fires à toutes les semaines, donc il faut que tu t'assures d'être compliant, il faut que tu t'assures que chaque nouvel employé a signé les bons papiers, chaque employé qui est sorti était square and fair avec la sortie. Fait que, nous, est-ce qu'eux ont une plus grande valeur avec Blissbook ou pas? Puis je sais pas, mais j'ai hâte de le voir. Les top features utilisés par top ARPU, top feature pas utilisés par lowest ARPU, tu sais. Puis on avait intégré dans notre cycle, nous c'était beaucoup Scrum aux 2 semaines, tout ça. Puis dans nos cycles de check-ins ou whatever, ou plutôt dans mes weekly, je ne me rappelle plus, mais Mark avait un spot maintenant à chaque fois. Où est-ce qu'il présentait des hypothèses ou des découvertes qui venaient du BI et de l'analytics, puis ça faisait fucking triper la team. Genre, c'était life-changing pour nous autres, puis je l'ai dit sur d'autres pods, mais genre, avoir une personne de BI, là, une fois que tu as assez de data, de usage, ça peut vraiment changer la game, man, de t'éduquer un peu sur comment tu prends tes décisions.
Une bonne personne de ça, c'est tough à trouver. Il faut quelqu'un quand même débrouillard aussi, là. Puis technique. Et il y a... Tu sais, puis là, on va tomber dans le débat de délégueux puis de bisouneux, là, mais tu sais, pour Ah, ça se l'avoir, bisoune. c'est moi le Ouais, dude ouais. qui a fait ça chez Grain, si on Ouais, veut. ouais, t'as raison. Puis ça se fait très bien. Mais C'est ça qui est Antoine... cool, tu sais. Puis je vais name drop High Touch, qui est un reverse ETL, mais comme il y a moyen de... tu sais, je veux dire, il y a moyen de le bootstrapper, cet effort-là, Ouais. pour prouver que ça a de la valeur, parce que le problème, c'est que c'est le genre de truc où si tu l'as pas vu, si t'as pas... Tu sais, mettons, tu m'en Exact. parles, là, puis je sais que toi, t'as eu des moments où Exact. t'es mind blown, puis ça a changé tous tes plans. Mais quand t'as jamais été exposé à ça, puis que c'est pas dans ton... Ouais. ce feeling-là, tu l'as pas, c'est dur de mettre de la valeur dessus. Fait que c'est ça l'idée d'un Mais- peu bootstrapper Mais la clé l'effort dans pour ce que tu hey dis, guys, Antoine, il y a c'est tellement le d'informations bootstrapping ici de qu'on cet regarde effort-là, pas, parce que oui, t'es un patenteux, t'es technique, tout ça, t'es capable de le mettre en place, mais rappelle-toi le nombre de chapeaux que t'as énumérés que tu portes. T'as pas le temps d'être là-dedans tout le temps, puis de sortir des insights, puis de travailler juste pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, avec Mark, on avait quelqu'un dédié à ça. Là. Oui. Ouais, sauf que j'ai pas les moyens. Mettons, dans mon budget, je peux pas me permettre d'avoir quelqu'un comme ça. Puis en même temps, ça retombe un peu de moi d'aller trouver ces signaux-là. Au début, là, tu sais, parce que je pense que tout ce que tu as dit, c'est le mot tout le temps. Avoir quelqu'un tout le temps là-dessus, on peut pas. Fait que probablement que ça fait du sens que je le fasse, mais je suis d'accord avec toi que d'avoir une. Tu sais, puis juste là, d'avoir quelqu'un dans la fonction growth design, growth marketing, puis juste une mentalité de regarder ce qu'on a, puis appliquer, puis juste le traduire au client aussi, là, s'assurer que ça suit babine suit les bottines. C'est une grosse toi puis fonction. moi, Ça, mais en fait, t'en as même parlé de façon assez C'est transparente sur le pod que le coin d'une chaise. t'avais des objectifs, puis pas des earn-out, mais tu sais, que t'allais prendre... T'avais des initiatives en place qui te donneraient plus d'équité dans Blissbook, right? La prémisse de vouloir plus d'équité dans Blissbook, c'est probablement qu'éventuellement, il va y avoir un exit, right? OK, mais attends. Ouais, ou pas. Laisse-moi finir. C'est ça qui est intéressant. Peut-être que non, ouais, okay, mais s'il y en a un exit, best believe que si vous faites acheter par un private equity, un family office qui veut double down sur la business, la scaler, leur vendre plus cher, vous n'allez pas pouvoir juste dire « Ah, on le sait pas comment que le monde nous trouve. » Ou genre, on n'est pas trop sûr de quel canal marketing génère quel ROI. Fait que tu sais, de commencer à faire ces efforts-là puis de mettre la maison belle justement pour une peut-être vente éventuelle, ça aussi, ça a de la valeur, tu sais. Ouais. Absolument. Je pense qu'on a fait le tour, mon petit chum. Parce qu'on a fait le tour. Écoute, merci Frank, puis je te tiens au courant. Comme d'hab, c'est toujours le fun de discuter et de réaliser que, oups, on est live sur YouTube et qu'il y a plein de monde qui vont en voir et entendre ce show-là. Les petits shows cachés de Antoine et Frank. Mais non, c'est super intéressant. Puis je pense que la morale de l'histoire, c'est de ne pas sous-estimer l'effort de go-to-market. C'est une chose de le flaguer. T'sais, mettons, là, moi, je suis bien content, je me tape dans le dos, j'ai flagué que c'est important. Maintenant, pour le développer puis le livrer, c'est une autre game. Puis cette game-là, ça coûte souvent moins cher de faire rentrer quelqu'un qui est un pro. Fait que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait. Puis je veux pas même surestimer l'impact de ça se passe, mais il y a beaucoup de consultantes qui écoutent le pod, puis je serais pas surpris que juste en publiant ça, il y a quelqu'un qui te contacte, puis qui dise « Hey, si vous avez besoin d'aide avec votre growth. » Ou sinon... Ça serait nice. Écoute, shout-out, s'il y a quelqu'un qui fait du HR Tech. On avait une personne qui nous a écrit, elle dit « Avez-vous un expert en pricing dans votre réseau? » Puis on était comme « Hein, tu sais quoi? Non. » On a fait un post sur LinkedIn, on s'est fait name drop, genre 4-5 personnes turbo talentueuses avec des gros credentials. Peut-être, ces personnes-là vont éventuellement peut-être venir sur le pod. Ça a permis à la fille qui nous avait écrit à la base de prendre contact avec ces gens-là. Fait que le pouvoir du réseau et de la communauté, il y a ça aussi qui est fucking cool avec ça se passe. Fait que ça va être mon shameless plug pour finir. Absolument. Shameless plug de Frank. Écoute, François, comme d'habitude, ça fait un plaisir. Même chose pour moi, bro. On se repogne dans le tournant. Bye bye. Bye bye.